comptabilité conventionnelle, nous parlons ici d'une comptabilité fiscale. Une comptabilité qui vous permettrait d'éviter tout redressement ou tout représailles au niveau des impôts et domaines. La première des choses, quand on tient une comptabilité et qu'on ne veut pas de problème avec le fisc, c'est de vérifier le chiffre d'affaires. Que le chiffre d'affaires de l'entreprise soit un chiffre d'affaires intrinsèquement correct. Comment savoir si le chiffre d'affaires est correct? C'est très simple. Vous devez vous assurer de ces 3 points-là. Premier point. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs types de comptabilité. Quand je parle de comptabilité, plusieurs types de comptabilité, je ne parle pas de comptabilité analytique ou quoi. Je parle plus de comptabilité, de manière de faire la comptabilité générale d'une entreprise. Il y a plusieurs approches de comptabilité générale. Il y a l'approche conventionnelle que tout le monde connaît, où il faut juste journaliser les éléments et ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit et juste tenir la comptabilité. Je trouve que cette méthodologie, cette approche beaucoup trop simpliste. C'est pour ça que je préfère et je recommande souvent à tout le monde de pouvoir tenir une comptabilité fiscale. Une comptabilité fiscale dans le sens où il faut se préparer à tout représailles fiscal. Il faut se préparer à tout contrôle fiscal. Et le contrôleur fiscal a des habitudes. Il y a une méthodologie. Et justement, cette méthodologie et ces points focus de vérification, vous devez les connaître. Et pour avoir été formateur de plusieurs contrôleurs et pour avoir été dans plusieurs entités pour former les gens et même pour avoir écrit des livres là-dessus, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments clés pour pouvoir justement prévenir un redressement fiscal. Oui, acteur principal aussi dans plusieurs dossiers de redressement, j'y ai participé et justement mon équipe ou du moins ma team de vérification a toujours gagné. Quelle est la méthodologie, l'approche qu'il faut avoir justement dans la tenue d'une comptabilité fiscale? Première chose, premier point, il faut vérifier intrinsèquement le chiffre d'affaires. Il faut vérifier le chiffre d'affaires et s'assurer que le chiffre d'affaires qu'on a dans la comptabilité est un chiffre d'affaires avéré. Cela demande à ce que vous vous approchiez du client ou de l'émetteur des factures et de lui demander quelles sont les factures qu'il a émises. Et forcément, s'il est mal intentionné, il y aura des factures que vous ne recevrez pas. Mais comment en tant que vérificateur, en tant que comptable d'une comptabilité fiscale, vous puissiez savoir réellement qu'il y a problème là? C'est très simple. Nous allons nous baser sur la numérotation des factures. Quand vous finissez de tenir la comptabilité d'une entreprise, vous devez prendre le temps d'avoir une petite fiche où on a numéroté de 1 peut-être jusqu'à 400 ou de 1 jusqu'à 500 et vous prenez chaque facture de vente et vous barrez les numéros. Exemple, la société Indiaï, ils ont des factures, ils ont commencé la comptabilité de l'année à partir de la facture 400. Facture numéro 400. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un petit tableau rapidement sur Excel en faisant comme ceci. 401. Il y a le 400 d'abord. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407. Ainsi de suite. OK? Maintenant, vous allez vérifier. Si par exemple la société vous dit que leur dernière facture de l'année est peut-être 450, vous, après avoir fini votre journalisation, étant donné que vous êtes en train de tenir une comptabilité fiscale, c'est-à-dire une comptabilité prête pour un contrôle fiscal, vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'ensemble du chiffre d'affaires et vérifier si les numéros de facture présents dans votre chiffre d'affaires, dans le compte 700, selon la nature de l'activité, si c'est 701, vente de marchandises, si c'est 702,
vente de produits finis. Si c'est 706, vente de services. Si c'est 707, vente de produits accessoires. Vous allez prendre toutes ces factures et vérifier de façon organisée. Est-ce que toutes ces factures figurent dans la comptabilité? Et est-ce qu'il n'y a pas une facture qui a été sautée? Ok? Est-ce qu'il n'y a pas une facture qui a été sautée? Donc, cela sous-entend que vous prenez l'état, c'est-à-dire le grand livre du code 701, vous le mettez là et vous commencez à pointer chaque facture. Et toutes les factures doivent, quand vous ne voyez pas dans la facture 400 dans la comptabilité, sur votre fiche Excel, vous allez barrer. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à identifier qu'il manque peut-être la facture 404. Cette facture 404 qui n'y a pas dans la comptabilité peut être due à deux choses, ou trois choses, je dirais. La première raison de l'absence de la facture 404, c'est peut-être que celui qui a l'habitude de faire les factures a peut-être sauté par inadvertance ce numéro. Deuxième chose, ça peut être que la société a oublié de transmettre à la comptabilité, le service commercial a oublié de transmettre à la comptabilité la facture en question. Et la troisième chose, ça peut être une tentative de dissimulation du chiffre d'affaires. Pour le premier cas, où ils ont sauté par inadvertance, s'il y a peut-être d'autres factures qui veulent être faites, vous pouvez demander à ce que ce numéro soit comblé par la facture suivante. Exemple, ils sont à 450. La prochaine facture, au lieu de faire 451, ils viendront combler le vide existant. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de faire quoi? Un PV de constatation de ce point-là, de ce vide-là. Pourquoi constater ce PV? Pourquoi faire ce PV? Parce que ce PV vous protégera des impôts. Parce qu'à l'arrivée d'un contrôleur avéré, d'un contrôleur aguerri, d'un contrôleur compétent, il va déceler ce 404-là. Et s'il le décèle, il peut dire, vous avez fait un chiffre d'affaires que vous avez tenté de dissimuler. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez fait un chiffre d'affaires que vous avez tenté de dissimuler. Cela peut porter préjudice à l'entreprise et exposer votre entreprise. C'est le premier contrôle qu'il va falloir faire. Vous devez avoir des fiches Excel que vous imprimez et vous pointez les factures. Et ça, vous devez le faire à la fin de chaque trimestre. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est le premier point. Oui. Si après qu'on ait pointé la facture, oui, on se rend compte qu'il y a des factures qui manquent. oui, Et qu'on demande au client, oui, il dit que non, il a fait une erreur de service, ce n'est pas que la facture là a existé. Pour lui, c'est que bon, au lieu de mettre 5, on est passé directement à 9. Donc c'est une erreur, il n'y a pas de facture qui manque. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce cas? J'ai dit dans ce cas, il faut faire quoi? Un PV. Vous faites un PV de constatation. Celui qui est chargé de faire les factures signe, la responsable signe et on fait enregistrer ça par un huissier. Ce qui nous permet, au moment opportun que les inspecteurs seront là, on va dire c'est une erreur technique en interne. Ça peut arriver. Maintenant, les inspecteurs auront le temps de mener leurs investigations. Le dernier point que je n'ai pas abordé avec vous, c'est si la facture vient en double. Exemple, ils se sont trompés sur la facture 404. La facture 404 existe deux fois avec différents montants à différentes dates. Ça veut dire quoi? Ils se sont trompés. Au lieu de mettre 405 sur le suivant, ils l'ont mis deux fois. On peut tout simplement décaler le numéro de l'une des factures et envoyer la facture rectificative au client en notifiant sur la facture que cette facture est le duplicata de la facture 404
qui était erroné côté numéro. Il faut notifier ça là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez faire un PV, mais pas besoin que ça soit constaté par un huissier. C'est l'absence qui se constate. Ça peut aller très bien. Vous faites un PV en disant là-dedans qu'on s'est trompé, mais nous avons fait sortir une autre facture avec duplicata et information sur la facture. De toute façon, l'information figure réellement sur la facture que vous avez envoyée. Mais avec mention duplicata là-dessus. Le cachet duplicata doit être mis en grand là-dessus, afin que le préposé client ne puisse pas l'utiliser 2 fois pour déduire de la TVA. De quoi éviter des problèmes avec le fisc. Très bien. Oui. Et pour le client qui envoie des récaps? Qui envoie des récaps, c'est-à-dire? Des récaps de vente, donc on n'a pas le numéro, on n'a rien. Par exemple, le salon de coiffure, ils nous donnent juste des recettes qu'ils ont eues. On ne connaît pas les détails, ils ne font pas de facture. La recette est journalière. Ok? Le cahier est journalier. Il n'y a pas de répétition possible. Ok, on comprend? Ça peut aller très bien. Mais quand il y a facturation, vous demandez. Merci beaucoup. Point suivant. Nous allons nous attaquer au compte 104. Et le compte intrinsèquement, c'est prélèvement de l'exploitant. Oui. Qui peut me dire ce à quoi ça sert? Oui, monsieur Ruben. Allez-y. D'habitude, ça concerne les entreprises individuelles. Et au moment où le gérant, bien le propriétaire, fait des prélèvements, on veut modifier la trace de l'opération, on le met sous le compte. Reprenez votre phrase. Reprenez. Ça concerne les entreprises individuelles. Ok. Premier point. Le compte prélèvement de l'exploitant concerne uniquement les entreprises individuelles. Alors, dans la comptabilité d'une SARL, on ne peut pas trouver le compte 104 800. Ce compte de l'exploitant ne peut pas être là. Parce que nous n'avons pas affaire à des exploitants. Nous avons affaire à des associés. On doit plutôt avoir les 462. On doit plutôt avoir en lieu et place du compte 104 800 un compte 462. Qui est le compte associé. Parce que nous avons affaire à des entités sociétés. Mais si c'était une entité entreprise individuelle, nous aurons affaire à ce compte 104 800 parce que justement nous sommes dans le cadre d'une entreprise individuelle où le patrimoine de l'entreprise est intrinsèquement lié à celui de qui? De l'exploitant. Vous tenez une comptabilité, la comptabilité d'une entreprise, et vous voulez justement passer à la comptabilité purement fiscale. Sachez une chose, l'inspecteur qui vient au sein de votre entreprise, son outil de base de travail, c'est le relevé bancaire. Parce qu'il sait une chose, le relevé bancaire de votre entreprise est établi par une tierce personne, c'est-à-dire qui est la tierce personne? La banque. Donc, pour l'inspecteur, il se dit, vous n'avez pas moyen de truander, de bidouiller, de manipuler les chiffres présents sur le relevé bancaire. Donc, c'est la première des choses qu'il demande pour travailler. Il va se mettre
a parcouru de fond en comble ce document tel étant sa Bible. Son document de stratégie de base. Il va l'utiliser comme son arme secrète. Parce qu'il se dit, avec ça, je vais pouvoir descendre l'entreprise. Mais vous, ayant suivi les cours de M. Chacha, ayant compris exactement comment faire de la comptabilité fiscale, ayant compris comment l'esprit qui est déjà derrière annuler vos redressements, qui est un très bon livre que je vous recommande, c'est juste en bas de cette vidéo, cliquez sur le lien et allez rapidement vous acheter ce livre parce qu'il est excellent. Dans ce livre, qu'est-ce que nous disons? Le relevé bancaire, toutes les opérations du relevé bancaire doivent être dans votre comptabilité in extenso. C'est-à-dire qu'il ne doit même pas avoir une virgule de différence. Et si vous arrivez à faire ça, il va venir, il va parcourir pendant des jours, il va se gratter le dos, il va se gratter la tête pour finalement vous dire, monsieur, merci, nous allons revenir. Ils ne vont plus revenir. Parce qu'ils savent que là-bas, c'est chaud. Éventuellement, ils pourront vous redresser sur d'autres éléments, sauf votre comptabilité. Peut-être pour des mauvaises pratiques d'ordre fiscal. Mais ils ne pourront pas vous attaquer sur le plan comptable. Est-ce que vous me comprenez? Et justement, pour éviter aussi de vous faire attaquer sur le plan fiscal, nous avons mis à votre disposition un excellent livre du nom de « Je suis fiscaliste », qui est excellent, qui résume l'essentiel de la fiscalité sénégalaise. Merci. Voici pour ce qui en est de ce point. Le deuxième volet du point 4, ça c'est d'abord le premier volet. Pourquoi l'importance de travailler selon le relevé bancaire? Mais le deuxième volet, justement, c'est non pas simplement de travailler selon le relevé bancaire, mais d'aller beaucoup plus loin, d'analyser les intitulés. Analyser les intitulés du relevé bancaire. Si, sur le relevé bancaire, on parle de Aliou Diouf, et qu'on dit Aliou Diouf a pris de l'argent, vous devez pouvoir identifier Aliou Diouf dans vos comptes ou faire un rapport comptable qui soutient que Aliou Diouf est peut-être le coursier de l'entreprise. Aliou Diouf est quoi? Vous devez décliner dans un rapport comptable qui accompagne votre comptabilité le point là. Afin d'expliquer aux gens qui est Aliou Diouf. Parce qu'aujourd'hui c'est Aliou Diouf, mais demain, Aliou Diouf peut être licencié et ce serait maintenant encore bien. La mémoire humaine n'étant pas chose sur laquelle moi je compte, encore moins depuis la nuit des temps, il n'est pas secret de ce polichinelle que la mémoire fait défaut à des moments donnés. Ok? Il vous est déjà arrivé à un moment donné de vouloir peut-être vous rappeler d'une phrase et puis vous perdez la phrase. Ou le nom de quelqu'un et vous perdez le nom. Donc, on ne peut pas se fier à la mémoire. Encore que vous pouvez quitter la boîte et qu'un autre comptable peut venir. Ne laissez pas vos entreprises dans lesquelles vous avez travaillé dans de mauvaises postures. Par conséquent, ayez l'aimabilité et surtout la présence d'esprit et mieux la conscience professionnelle de laisser ce qu'on appelle des rapports comptables. Dans ce rapport comptable, qu'est-ce que vous devez laisser? Vous devez laisser un rapport détaillant de bout en bout qui est ce préposé M. Diouf qui va faire des prélèvements dans le compte de la société. Il va le faire pourquoi? Il va faire généralement des prélèvements pour alimenter la caisse, mais cela doit être dit. Et son identité doit être déclinée dans son rapport avec son numéro de téléphone à l'appui. Et mieux, si vous avez la possibilité de prendre quelques échantillons de son prélèvement et du versement, de la preuve de versement dans la caisse et de le joindre à votre rapport, ce serait encore formidable. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut aller très bien. Voilà le second point, le second volet de ce point 4. Les prélèvements faits par des tiers dans le compte de la société. Ça doit être accompagné de quoi? D'un rapport. Où on doit décliner l'identité de tous ces intervenants qui opèrent des prélèvements dans le compte de la société.
Et cela doit être dans un rapport annexé à la comptabilité. Dans ce rapport, vous pouvez aussi trouver quoi? Vous pouvez trouver justement des versements qui ont été faits peut-être à des tiers en espèces via le compte. C'est-à-dire, on a fait un chèque à quelqu'un et la personne, à cette entreprise, je donne un exemple très simple, nous avons fait un chèque à monsieur, nous avons fait un chèque à la Sénélec. La Sénélec décide de ne pas aller retirer le chèque, de ne pas déposer le chèque sur leur compte en compense. Ils remettent à monsieur Ababakar Diop de dire, monsieur Ababakar Diop, comme vous travaillez chez nous, allez retirer à la banque et emmener. Donc, ce qui va faire que sur nous, notre relevé bancaire, nous n'aurons pas le nom de la Sénélec. Nous aurons le nom de qui? Ababakar Diop. Donc, les impôts vont nous demander qui est chez Ababakar Diop. Il va falloir documenter cela. C'est la raison pour laquelle il est très pertinent de tenir un rapport comptable. Un rapport comptable. Ceci vous permettrait justement de concilier ces deux et de documenter des écritures présentes dans le compte, dans la comptabilité de l'entreprise. Comment on appelle ça? Relevé bancaire. Nous allons continuer en analysant toujours le relevé bancaire. Au niveau du relevé bancaire, il y a une troisième rubrique. La troisième rubrique, c'est ce qu'on appelle la correspondance des comptes. La correspondance des comptes, si vous me permettez, vous allez juste garder le titre, je reviendrai là-dessus plus tard. Je vais juste brosser ça rapidement. Vous pouvez voir dans le relevé bancaire qu'il y a des opérations que la banque a souvent la flemme. Parce que c'est la paresse. Par paresse, l'employé de la banque qui est censé passer l'écriture de transfert de fonds met tout simplement virement. Normalement, ce dernier est censé mettre virement de temps à temps. Mais celui-ci, peut-être que c'est la veille du Ramadan, il a envie d'aller rapidement à la maison, ou bien il était pendant le jeûne, il se dit, ah, j'ai fait des, voilà, la fatande, bon, aïe. Donc, elle vous met ce qu'elle veut là, et bien pas. Ou bien, comme c'est généralement des femmes aussi, sa copine est peut-être venue lui rendre visite au bureau. Pour pouvoir venir recevoir sa copine, elle met virement, et puis c'est fini. Résultat, vous, comptable, vous vous retrouvez avec un document, mais dans lequel il y a absence d'informations pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir bien passer l'écriture. Il va falloir maintenant aller vérifier la correspondance de ce virement. Voilà ce que c'est que la correspondance, le point de correspondance. Ok? Et pour vérifier, il va falloir vérifier les ordres de virement ou bien vérifier au niveau du talon du chéquier. Ok? Il va falloir prendre le talon du chéquier de votre boîte et vérifier les différentes opérations et vérifier si réellement toutes les opérations ont été intrinsèquement passées. Justement, pour éviter de se retrouver dans cette posture et de se retrouver à un moment sans connaître exactement ce qui s'est passé, c'est pour cela qu'on vous recommande en comptabilité de faire ce qu'on appelle les états de rapprochement à la fin de chaque mois. L'état de rapprochement vous permet de rapprocher déjà les comptes, de savoir ce qui s'est passé, qui a pris quoi, quel compte a été, qu'est-ce qui n'a pas été, ainsi de suite, et de pouvoir boucler. Ça peut aller très bien. La cinquième rubrique de ce point 4 serait de procéder à ce qu'on appelle un pointage. C'est-à-dire, après avoir fini la comptabilité de l'entreprise, sur la base du relevé bancaire que vous avez devant vous, vous devez prendre une tierce personne qui serait assise à côté de vous et qui va vous lire les intitulés et vous allez pointer. Afin de vous assurer que réellement toutes les opérations du relevé bancaire ont été bel et bien passées dans la comptabilité.
Ceci va vous permettre aussi de pouvoir être rassuré qu'en cas de contrôle fiscal, vous n'êtes pas exposé ou vous ne serez pas exposé. Est-ce que je me fais comprendre? Ça peut aller? Tout le monde me comprend? Pose question. Qu'est-ce que vous avez comme question? Oui? Vous avez parlé tout à l'heure du fait de demander le talon de chéquier au client. S'il s'avère que le client n'a pas son talon de chéquier ou bien il n'est pas du genre à remplir le talon de chéquier, dans ce cas, qu'est-ce que vous nous dites? Très bonne question. Elle dit, pour récapituler, elle dit que la question qui m'est posée est de savoir et si le gérant de l'entreprise ou le gestionnaire de fonds du compte bancaire de l'entreprise ne prenait pas le temps de remplir le talon du chéquier. Comment pourrons-nous savoir? Justement, il faut en ce moment, en tant que comptable de la société, envoyer un courrier officiel à la banque. Parce qu'il est de la responsabilité de la banque de vous fournir ces informations parce que le signataire du compte peut dire qu'il a oublié l'opération passée. En ce moment, envoyez ce qu'on appelle un circulaire. Et je viendrai tout à l'heure au point des circulaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par circulaire? Un circulaire, c'est un document que vous, comptable, que vous, chef comptable, vous devez envoyer aux sociétés afin de vous informer, afin de savoir si réellement les informations qui vous ont transmises par votre gérant d'entreprise est vraiment avérée. Et si vous prenez le temps de lire notre livre Élaboration des états financiers, le parfait état financier, vous verrez là-dedans, et même nous vous avons gracié d'un des modèles de lettres. Pour revenir au sujet, il faut juste envoyer des circulaires. Les circulaires peuvent être envoyés à qui? À tout partenaire de l'entreprise. En l'occurrence, un circulaire peut être envoyé à la banque, un circulaire peut être envoyé au client, un circulaire peut être envoyé aux fournisseurs de l'entreprise, un circulaire peut être envoyé aux différents prestataires de l'entreprise, un circulaire peut être envoyé aux associés de l'entreprise, un circulaire peut être envoyé à toute personne intervenant dans la boîte afin de pouvoir confirmer la transmission réelle des fonds à son endroit. Cependant, il y a une petite exception. Pour ceux qui connaissent le serment de l'Hippocrate, justement, on ne peut pas envoyer de circulaire à des clients des cliniques pour nous dire confirmez-nous votre dette. Ça ne se fait pas. Parce que le docteur n'a pas comme engagement premier de faire du chiffre. Il est d'abord là pour soigner les gens. Attention, son entité n'est pas une entité à but non lucratif. Son entité, c'est à but lucratif, mais qui n'a pas comme fondement, qui a des valeurs. C'est à but lucratif, mais a des valeurs intrinsèques. Associées justement à son engagement de son serment d'Hippocrate. Il ne peut pas se permettre d'envoyer un tel document là. Je ne peux pas envoyer le document à monsieur Jacques qui est passé chez moi. Je suis ophtalmologue. Je lui envoie un tel document pour lui dire fais ci, fais ça, fais ci. Non, ça ne se fait. Donnez-moi des explications ou bien dites-nous combien vous devez au docteur. C'est pas joli, ça ne se fait pas. Donc, c'est l'exception du circulaire. Cependant, nous pouvons envoyer un circulaire à la banque de l'entreprise, à la banque du docteur. Nous pouvons envoyer un circulaire à la banque ou bien au fournisseur du docteur, mais pas à ses clients. Et même, on ne parle pas de clients, on parle de patients. La relation va au-delà du côté monétaire. On parle de patient. Il y a un lien là. Ça ne se fait pas. Ok, j'espère que vous m'avez compris. Oui? Question, je suis prêt. Quels sont les moyens dont dispose le comptable pour pouvoir avoir des informations concernant un comptable externe à l'entreprise?
un cabinet, Oui. quels sont les moyens que le comptable dispose pour pouvoir avoir des informations que le relevé bancaire ne donne pas ou que la banque ne peut pas fournir parce qu'elle aussi ne connaît pas le fonctionnement interne de la boîte? C'est-à-dire, parlez de façon beaucoup plus claire, madame. Exprimez-vous librement. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, à condition que les questions soient vraiment explicites. Ok. Sur le relevé bancaire, Oui. il y a un montant de 1 million qui est Oui. passé Oui. et qui ne correspond à aucune facture que nous avons reçue de l'entreprise. Et il s'avère que sur le relevé bancaire, il n'y a que chèque numéro qui a été retiré. Il n'y a pas le nom de la personne qui a retiré le chèque. On n'a pas la cause de ce chèque. La banque ne peut pas nous donner l'information autre que le numéro du chèque qu'on a. Le client n'a pas de talon de chéquier. Comment on peut retrouver? Alors, laissez-moi vous dire qu'il en va des services de la banque. La raison pour laquelle nous payons des frais de gestion, c'est que la banque puisse nous fournir des informations sur l'argent qui est sorti de notre compte ou qui est rentré dans notre compte. Et de plus, la banque ne transmet pas de documents à quelqu'un ou de l'argent à quelqu'un sans avoir pris le temps de relever son identité dans le système. Absolument. Absolument. Ils ont le nom de la personne associée dans le système. Ok? Il faudrait faire une demande, faire la liste de ces différents chèques et les dates et envoyer par courrier. Quel point? Nous allons parler du cinquième point. Le cinquième point, c'est l'utilisation des comptes 707 et 706. 707 et 706. J'ai l'impression que vous utilisez les comptes 707 et 706 comme vous voulez. Cependant, ces comptes ont été conçus avec des normes. Ils doivent respecter un certain standard. Ça fait aller. Un certain standard. Mais vous ne respectez pas ce standard-là. Vous venez vous utiliser le compte que vous voulez tant que c'est une prestation qui est hors de facturation du produit ou du produit fini. Vous dites, bon voilà. Moi, je me mets dans 707 aujourd'hui. Abracadabra, demain 706. J'ai envie de me gratter le dos, 707. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de sentir les 7, je mets 706. Non, mes chers amis, ça ne se passe pas comme ça. Les 707 sont utilisés pour vraiment, lisez l'intitulé du 707. Comme le dit l'intitulé du 707, ce sont des produits accessoires. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose est accessoire, c'est occasionnel. C'est une fois en passant. Ce n'est pas dans votre activité principale. Ce n'est même pas directement lié à votre activité principale. Cependant, le 706, service vendu. Là, ça se rapproche un peu plus de votre activité. C'est-à-dire, en plus de ce que vous vendez, qui est produit fini, ou qui est vente de marchandises, vous allez peut-être faire l'installation chez la personne. Exemple, Orange vend des boîtiers et ils viennent faire des prestations d'installation. Cette installation-là, justement, c'est leur service vendu. 706. Le principal restera, si c'est eux-mêmes qui font la production peut-être de la machine, ils vont aussi 702 et l'autre 706 et voilà. Est-ce que vous me comprenez? Mais dès lors que vous commencez à faire, ok, aujourd'hui j'ai 100 francs, je fais, bon, j'ai 25 francs, là c'est face, là c'est franc. Ah, franc, ok, 706. Ah, c'est franc tête, ok, 700. Non, soyons sérieux les gars. Il doit avoir une cohérence. Vous êtes des professionnels. Vous êtes des gladiateurs de la comptabilité. Vous êtes des géants de la comptabilité. C'est quand on vous voit là, vous devez sentir la comptabilité. Vous devez être bon, excellent, pas faire les choses à moitié chemin.
Et quand on fait correctement les choses, vous devez connaître votre métier. Vous ne devez pas passer des écritures comme ça. Et chaque écriture que vous passez, chaque facture que vous rencontrez doit être une nouvelle expérience pour vous. Vous devez apprendre à mieux analyser vos factures. C'est le point 6. Vous devez apprendre à mieux analyser vos factures. Vous n'analysez pas bien vos factures. Vous passez les écritures comme vous voulez. Vous lisez un libellé, vous ne lisez pas toute la facture, vous n'analysez pas les contrats. C'est quel comptable qui ne lit pas les contrats? Il y a peut-être des clauses dans le contrat qui vous interdisent certaines écritures et vous passez seulement. Un bon comptable est d'abord un bon juriste. Parce que la comptabilité, c'est l'algèbre du droit patrimonial. Oui, parce que l'algèbre du droit, c'est pas facile, c'est pas simple. Parce que quand on donne un nom à un enfant, on n'arrive pas en comptabilité. Est-ce que vous me comprenez? Donc dit c'est l'algèbre du droit, alors que le droit, dans le droit, il y a la nomination d'un enfant. Elle dit que cela est une comptabilité. Non. Que la comptabilité peut enregistrer ça, je dis non. Mais par contre, si la personne doit être plus pointue, elle doit dire là, c'est la comptabilité, c'est l'algèbre du droit patrimonial. Parce que quand on parle de patrimonial, au moins il y a déjà une valeur. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut aller. Nous allons parler des transferts. Point 7. Nous allons parler des transferts. Pour opérer des transferts de la caisse vers la banque, de la caisse 1 vers la caisse 2, de la banque 1 vers la banque, de la banque A vers la banque B, on utilise des comptes de transfert. On utilise des comptes de transfert. Il y a deux comptes de transfert aujourd'hui. Le compte 585 et le compte 588. Et le compte 588. Le compte 585 est utilisé pour des transferts entre la caisse et la banque, c'est-à-dire deux entités de transfert, deux entités de trésorerie différentes, distinctes et de différentes natures. Cependant, pour des transferts entre deux caisses, pour des transferts entre deux banques, on utilise le 588. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je me fais bien comprendre? Et justement, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites? Quand on fait les écritures, quand vous passez ces genres d'écriture, vous devez toujours passer la contrepartie en même temps. Exemple, nous avons pris de l'argent dans la banque pour alimenter quoi? La caisse. Vous n'allez pas passer l'écriture comme ça. Vous allez passer par un compte intermédiaire. 585 et 585. Le libellé, j'ai passé l'écriture comme ça, mais ça doit venir avant ça. J'ai passé l'écriture comme ça pour que vous puissiez voir l'importance du 585 au milieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, quel est le libellé que vous allez passer? Parce que en fonction du libellé que vous passez, vous pouvez vous tromper à tout moment ou vous pouvez ne pas vous tromper. Le problème, c'est que vous commencez quelque chose, vous ne mettez pas les bons libellés, ce qui vous emmène vers l'autre comptabilité. Par exemple, vous avez passé ça dans la banque. Avant de passer ça, M. Daniel est venu vous voir pour vous parler de quelque chose. Vous allez oublier le sens dans lequel vous voulez faire le transfert. Vous allez de l'autre côté, vous passez l'inverse. Ça peut arriver forcément, ça peut arriver à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous faites ça, vous devez écrire comme libellé transfert de
banque, UBA, vers caisse. Transfert, UBA vers caisse. Puis, copier ce nom-là, le mettre en cache. Et au moment opportun que vous êtes devant la comptabilité de là, quand vous êtes devant le journal caisse, vous allez mettre les mêmes choses, mais changer le libellé, verser le libellé là-bas simplement. Ce qui fait que vous avez les mêmes choses. Et le jour où vous voulez faire les vérifications, ce serait beaucoup plus simple pour vous. Ça fait rien. Et mieux, ce que d'autres mettent, c'est qu'ils vont mettre transfert TRAS UBA vers caisse opération OP 36656. Donc quand ils font sortir le grand livre, c'est beaucoup plus facile. Ils savent qu'est-ce qui est rentré ici. L'autre, telle opération a été versée ici, telle opération a été versée ici, telle opération a été versée là. Pour être beaucoup plus pointu. Les comptes 588 et 585 sont ce qu'on appelle des comptes intermédiaires. Ce sont des comptes qui ne traversent pas les R6. Ces comptes sont des comptes intermédiaires. Ce sont des comptes qui ne traversent pas les R6. Ça veut dire quoi? Quel que soit alpha, l'on doit les solder.